Bonjour, nous nous retrouvons pour le deuxième épisode de notre série d'émissions consacrée à la matière noire. Et nous sommes en compagnie de Nathalie Palanque de Labrouille, qui est physicienne au commissariat à l'énergie atomique et dont c'est le sujet de recherche. Oui. Vous nous avez expliqué lors du premier épisode, déjà passionnant, qu'on a constaté par des observations, par des mesures, que dans l'univers, il y a une matière cachée dont on ne connaît pas exactement la nature, mais dont on est sûr qu'elle existe parce qu'elle influence, elle détermine même le mouvement des gros objets célestes comme les galaxies, qui vont beaucoup plus vite que ce qu'elles devraient si il n'y avait dans l'univers que la matière visible, celle qui émet de la lumière. Tout à fait. Et vous nous expliquez que plusieurs hypothèses avaient été imaginées pour déterminer la nature de cette matière noire. Et parmi elles, il y avait l'idée que c'était peut-être des petites planètes froides, trop froides pour émettre de la lumière. Et je crois que vous avez participé à une très longue expérience qui s'appelle Eros, oui, dont le but était de vérifier si cette hypothèse était la bonne. Voilà, oui. Alors comment ça s'est passé? Alors juste d'abord pour préciser, ce sont soit des petites planètes qui intrinsèquement n'émettent pas de lumière, soit des astres comme le Soleil, mais là effectivement de masse insuffisante pour pouvoir brûler leur hydrogène et donc être lumineux. Effectivement, j'ai participé à une longue aventure qui s'appelait Eros pour expérience de recherche d'objets sombres. Quel humour! Et dont le concurrent d'ailleurs était une expérience américaine portant le nom de Macho. Quel humour! Et cette expérience avait pour but de détecter ces planètes qui pourraient être justement un des candidats privilégiés, je dirais un de ceux dans lesquels on croyait le plus pour expliquer cette matière noire. Et si l'on a cherché ces candidats dans notre propre galaxie, c'est qu'effectivement notre galaxie, comme la plupart des galaxies que l'on a pu observer, présente un désaccord entre la vitesse des étoiles qui tournent autour du cœur de la galaxie et la masse que l'on pouvait déduire de notre galaxie. De la Voie lactée, notre propre galaxie, tout à fait. Et donc la masse que l'on déduit par la luminosité émise par la Voie lactée. Et donc on a émis l'hypothèse qu'effectivement ce désaccord pouvait provenir de la masse d'un grand nombre de petits objets comme des planètes ou des étoiles trop peu massives pour être lumineuses. Et on a donc monté une expérience au Chili dans l'observatoire de la Silla à quelque chose comme 700 km au nord de Santiago, à 200 km de la ville la plus proche. Donc un observatoire suffisamment isolé dans les Landes chiliennes pour avoir des conditions d'observation absolument extraordinaires. Pourquoi au Chili? Parce que c'est l'altitude, c'est un ciel... Le Chili est effectivement une des régions du monde dans laquelle il y a le plus d'observatoires parce que c'est en altitude. L'observatoire est à 2500 mètres d'altitude et donc n'a plus trop d'atmosphère au-dessus de lui. L'atmosphère, c'est l'ennemi numéro 1 des astronomes parce qu'il y a de la vapeur d'eau qui dégrade la qualité des images. Et en plus, on est suffisamment loin des villes pour ne pas être affecté par la pollution lumineuse des villes. Donc dans cet observatoire, avec un télescope, pas d'amateur mais presque finalement, l'expérience Eros, qui est une expérience essentiellement française, a tenté de détecter la présence de ces petits objets sombres dans le halo qui entoure notre Voie lactée, notre propre galaxie. Alors comment on détecte des objets qui ne brillent pas? Évidemment, ce n'est pas évident, on ne peut pas pointer un télescope et les voir. Par contre, eux aussi ont une influence gravitationnelle. Et donc, ce que l'on a utilisé comme phénomène, c'est le fait que tout objet, tout astre d'une certaine masse dévie les rayons lumineux qui passent au voisinage de cet astre. C'est un effet de relativité générale. Ça, c'est un effet de relativité générale, effectivement, qui a été prédit par Einstein. Mais Einstein lui-même avait dit que l'effet que l'on allait chercher à mettre en évidence dans notre propre Voie lactée, qui s'appelle micro-lentille gravitationnelle, c'est-à-dire un petit effet de lentille gravitationnelle, était extrêmement faible. Et il y avait... Je cite Einstein lui-même, une probabilité quasi nulle de détecter un tel phénomène, et si encore nous n'étions pas éblouis par la lumière de l'objet qui allait défléchir les rayons lumineux. Attendez, qu'on comprenne bien, on est sur Terre, vous êtes sur Terre, oui. Il y a un astre qui est là. Alors en fait, qui lui est lumineux. Voilà, on regarde des étoiles en périphérie de notre galaxie, dans une petite galaxie satellite. Et on imagine que de temps en temps, si ces petites planètes existent, elles passent entre l'astre sur la ligne de visée finalement. Et là, qu'est-ce qui se produit? Il y a une déviation. Ce qui se produit, c'est que cette petite planète va dévier les rayons lumineux de l'étoile que l'on observe en arrière-plan.
Et donc on devrait finalement voir 2 fois cette étoile. Par un effet mirage. Par un effet de mirage gravitationnel. Alors dans le cas de micro-lentilles, en fait la masse de l'objet qui va agir comme le déflecteur est relativement faible. C'est l'ordre de grandeur de la masse de la Terre ou au mieux de la masse du Soleil. Et les distances qui entrent en jeu sont également relativement petites à l'échelle de l'univers. Ce sont des distances de l'ordre de la taille d'une galaxie. Et donc finalement, l'angle entre les 2 arcs lumineux est extrêmement petit. C'est un angle que l'on appelle le milliradian et qui n'est en fait pas détectable par des instruments actuels. Et donc au lieu de voir 2 images, finalement on n'en voit plus qu'une. Donc là, ça paraît anéantir l'effet que l'on cherche à mettre en évidence. Mais fort heureusement, la lumière qui nous provient de l'étoile est amplifiée et plus importante que la lumière que l'on détecterait en absence de déflecteur. Donc ce que vous voyez, ce n'est pas un dédoublement de l'image, ce n'est pas un effet de mirage en fait. Ce n'est pas tout à fait un effet de mirage. C'est une augmentation de la luminosité apparente. C'est une augmentation de la luminosité apparente de l'étoile que l'on observe. Et comme ces déflecteurs, ces objets massifs doivent bouger dans le halo, l'amplification apparente de la lumière de notre étoile va varier au cours du temps. Elle va commencer, elle est momentanée, elle est transitoire, ça va s'amplifier puis décroître de façon symétrique. Et donc c'est là le phénomène que l'on cherche à mettre en évidence. Quand vous voyez l'amplification de la lumière d'une étoile, vous dites, ça veut dire qu'entre cette étoile et nous, un objet sombre est passé et a déformé gravitationnellement les trajectoires des rayons lumineux. Tout à fait. Et le signal est augmenté. Et le signal est augmenté. On est sûr de ça? Il n'y a pas d'autres explications possibles? Pour l'augmentation du signal, aussi malheureusement, il y a des étoiles qui naturellement ont une luminosité variable. Ah, comment on fait le tri? Alors on fait le tri de plusieurs façons. Il faut avoir la foi pour faire ce genre de recherche, non, il faut avoir la foi, mais il faut avoir aussi beaucoup d'idées, il faut être prêt à écouter. Pas trop, parce que sinon on n'arrive plus à conclure. On n'arrive plus à conclure, mais enfin c'est vraiment le fait d'avoir des idées qui viennent des uns et des autres. Einstein qui émet une idée en disant on ne pourra jamais le détecter, mais un astronome polonais en 1986, Bohdan Paczynski, qui a dit oui mais attendez, si le déflecteur ne brille pas, alors on ne sera pas ébloui par ce déflecteur, donc peut-être qu'on pourra détecter l'augmentation de lumière de l'étoile en arrière-plan. C'est comme ça qu'avec les idées farfelues des uns et des autres, on arrive à mettre en place une expérience valable. Donc là, on a effectivement notre télescope, on va observer un certain nombre d'étoiles dans des petites galaxies qui gravitent autour de la Voie lactée, qui s'appellent les nuages de Magellan, que l'on peut voir à l'œil nu quand on a la chance d'aller en hémisphère sud. Ce sont des petites zones blanchâtres dans le ciel qui sont en fait des petites galaxies et qui ont elles-mêmes quelques millions d'étoiles sur lesquelles on peut faire cette expérience. Donc, comme tu le disais à juste titre, il y a des étoiles variables. Donc, naturellement, la lumière de ces étoiles varie avec le temps et donc ça semble empêcher la détection de cette amplification liée à un objet sombre. Mais les étoiles variables, par exemple, ont une variation de luminosité qui va dépendre de la couleur selon laquelle on regarde cette étoile. Elles varieront plus dans un filtre rouge que dans un filtre bleu, par exemple. Alors que la déformation gravitationnelle... Pareil pour toutes les couleurs. Tout à fait. Est purement achromique. Il n'y a pas d'effet de couleur dans la déflexion de la lumière. Donc ça fait un critère qui permet déjà de distinguer un phénomène naturel de l'étoile du phénomène de gravitation que l'on cherche à mettre en évidence. Concrètement, comment ça se passe maintenant que le principe est clair, je pense, comment ça se passe pratiquement? Vous êtes devant votre écran à attendre que ça va bien briller un peu plus, et vous y restez 10 ans, ou bien est-ce qu'il y a un contrôle automatique? La probabilité du phénomène. Et en fait, quand on fait quelques calculs, on voit que la probabilité est extrêmement faible. Si on suit le flux lumineux de 1 million d'étoiles, ou de 10 millions d'étoiles même, la probabilité de détecter une amplification est de l'ordre de 1 par an, en regardant 10 millions d'étoiles. C'est pas assez pour une thèse? Ça dépend du nombre d'étoiles que l'on arrive à suivre. Il faut plus qu'un million. Il faut plus qu'un million, très naturellement, parce qu'une thèse, c'est 3 ans, on n'a pas envie que ça en dure 30. Donc, on ne va pas le faire à l'œil, ça paraît évident. Et ce sont des caméras numériques, des caméras de CCD semblables à celles que l'on trouve dans les appareils photonumériques de nos jours, mais avec un bien plus grand nombre de pixels, donc une résolution finalement beaucoup plus fine, que l'on met au foyer du télescope. Et ce sont ces caméras qui enregistrent les images minute après minute et qui sont ensuite analysées par des traitements logiciels informatiques. Donc on observe l'amplification, enfin on observe le flux lumineux de plusieurs millions d'étoiles, plutôt quelques dizaines de millions d'étoiles que le million d'étoiles, et on mesure nuit après nuit le flux lumineux de toutes ces étoiles à la recherche d'une amplification lumineuse. C'est pas vous? Évidemment, c'est pas nous, c'est nous qui mettons au point les logiciels pour faire ce traitement. Par contre, ensuite, c'est automatisé. Et alors, il y a eu des réponses positives de la part de la nature?
Il y a eu des réponses superbes, c'est-à-dire qu'on a détecté des phénomènes d'amplification gravitationnelle, d'amplification lumineuse des étoiles par un effet gravitationnel. Et comment ça s'est passé la première fois? La première fois que votre détecteur vous a signalé un événement qui correspondait exactement aux critères que vous avez rappelés, qu'est-ce que vous êtes dit? Ce que l'on fait d'abord, c'est qu'on ouvre la bouteille de champagne, on contacte la presse, ça a été un article dans Le Monde. C'est merveilleux parce que c'est la première fois que cette observation était faite, c'est la première fois qu'on vérifiait que l'on pouvait effectivement utiliser l'effet de micro-lentilles gravitationnelles pour détecter le passage d'un objet sombre. Donc c'est un moment jubilatoire, je pense, dans l'expérience. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes dit, on a résolu le problème de la matière noire? C'est tentant en tout cas, on a envie de dire mais c'est fantastique, c'est miraculeux, ça y est, on voit des objets, il n'y a plus qu'à en compter combien on va en détecter sur les années qui viennent et on va certainement comprendre la matière noire au sein de notre Voie lactée. Vous avez déjà une sorte d'estimation du nombre de candidats possibles? Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Comment est-ce qu'on peut deviner combien il y a d'objets invisibles dans l'univers? On ne peut pas deviner combien il y a d'objets invisibles. Par contre, lorsque l'on détecte un objet, on voit la masse, on peut calculer la masse approximative de cet objet par la durée de l'amplification lumineuse que l'on observe. Et ayant cette masse, comme on sait la quantité de masse que l'on cherche à détecter, une simple règle de 3 nous donne le nombre d'objets, donc le nombre d'événements que l'on doit détecter. Alors, la suite? La suite, c'est qu'on en a détecté quelques-uns. Donc là, c'était l'instant absolument fabuleux dans l'histoire de la recherche. Malheureusement, le nombre s'est avéré totalement insuffisant. C'est la chance du débutant. La première année, on en a détecté 2. On s'est dit, c'est fantastique. Les 3 années qui ont suivi, on en a détecté 0. Donc petit à petit, lorsqu'on fait la moyenne sur les 10 années qu'ont duré l'expérience, le nombre d'objets ainsi détectés est très largement insuffisant pour expliquer la matière noire du halo. Ça ressemble à l'histoire des neutrinos. Vous nous expliquez la dernière fois que les neutrinos, s'ils avaient une masse, étaient des candidats possibles. À l'époque, on pensait qu'ils n'avaient pas de masse. Et le jour où on découvre qu'ils ont une masse, on se rend compte qu'ils ne sont pas assez nombreux pour être les bons clients. Là, c'est la même chose. On découvre qu'il y a des objets sombres, peut-être pas encore des exoplanètes, on en parlera peut-être plus tard. Il y a des objets sombres, des objets qui n'émettent pas de lumière. Et au moment où on les découvre, on se rend compte qu'ils ne sont pas assez nombreux pour être la solution du problème de la matière noire, qui commence à devenir un problème énervant. Ça devient assez agaçant, effectivement, parce que lorsque l'on commence à découvrir les candidats que l'on recherche et à valider finalement le fait qu'ils soient plausibles comme candidats, très rapidement, on se rend compte que ce ne sont pas les bons candidats et qu'on n'a toujours pas cerné le problème dans son ensemble. Alors, on reviendra dans une autre émission sur les problématiques actuelles, mais pour revenir à cette expérience EROS, pour qu'on comprenne comment vous travaillez, vous avez dit que ça a duré 10 ans. Oui. Combien de temps entre la conception du détecteur, enfin l'idée même de faire l'expérience, la première détection d'un objet sombre, et puis la conclusion qu'il n'y en a pas assez pour que la matière noire soit comprise? Donc la conception du détecteur s'est faite assez rapidement parce que le sujet était crucial, le candidat était fabuleux, les planètes on sait qu'elles existent, donc ça paraissait vraiment être la bonne explication à la matière noire. Donc les équipes qui ont été motivées par ce sujet ont fait leur possible pour concevoir un instrument dans l'espace de quelques années. C'est tout de même quelques années, le temps de monter une caméra numérique de la taille suffisante, de fabriquer le miroir du télescope aux dimensions dont on a besoin pour faire cette expérience. Donc je dirais que c'est 2-3 ans pour arriver à monter une telle expérience, qui était une expérience relativement simple. Il faut bien voir, d'un point de vue astronomie, c'était une expérience relativement simple. Ensuite, la prise de données, c'est elle qui s'est étalée sur des années, avec l'analyse qui va derrière au fur et à mesure de l'arrivée des données, parce qu'il faut concevoir les logiciels de traitement automatique. Effectivement, on ne se permet pas d'étudier 10 millions d'étoiles comme ça, avec un cliché ou plusieurs clichés par nuit à l'œil. Donc il a fallu mettre en place des programmes, ça demande encore 1 ou 2 ans. La prise de données elle-même, qui s'est étalée sur 10 ans, parce qu'ensuite, la probabilité du phénomène est tellement petite qu'il faut quand même une grande durée d'expérience pour pouvoir cumuler un nombre d'événements suffisants pour comprendre si c'est juste une petite fluctuation, bon, on en détecte 2 la première année, mais ce sera peut-être 10 l'année suivante, ou si c'est vraiment 2, puis 0, 0, 0, 1. Donc la durée de l'expérience, c'est lié à la faible probabilité du phénomène. Et ensuite, une fois qu'on a terminé la prise de données, s'écoule encore quelques années pour justement arriver aux conclusions finales de cette expérience. Merci pour toutes ces explications. L'affaire n'est pas encore complètement réglée et nous nous retrouvons bientôt pour en parler. Mais merci en tout cas pour ces explications lumineuses.